Der Frankreich-Blog ist wieder in Paris und wir machen noch ein Interview mit Michel Sicard. Michel, cet entretien qui a lieu au 110e anniversaire de Sartre est le dernier d'une série que nous avons commencée il y a 3 ans. Tu as rencontré Sartre en 1972 et vous êtes rapidement devenus amis. Ainsi as-tu connu ce Sartre dont le biographe cherche à retracer la vie, toujours sans en connaître les détails, n'est-ce pas? Alors, j'ai rencontré Sartre effectivement en 1972 pour la première fois à l'enterrement de Pierre Auvernay. Donc, c'était pas dans un échange intellectuel, mais c'était dans une circonstance tragique, ce militant maoïste qui avait été assassiné à la sortie des usines Renault. Et c'est là pour la première fois, il était en compagnie de Michel Vian, que je l'ai vu et que je l'ai abordé. Je lui ai dit que j'étais en train d'écrire ma première étude sur lui. Bon, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant d'ailleurs après, mais c'était le premier grand texte qui s'appelait Aspect romanesque de la critique littéraire de Sartre, et j'étais en train de le terminer. Ça a été soutenu en mai 1972. Et je lui ai envoyé dans le courant de mai donc ce travail, et il m'a répondu une lettre très enthousiaste. Et à partir de ce moment-là a commencé une véritable amitié qui était basée dans un premier temps sur un échange intellectuel. Mais c'est vrai qu'ensuite, en le fréquentant, ça a été un peu plus. On est allé déjeuner ensemble, on passait parfois des après-midi, parfois même autour d'un verre de bière, bien que l'alcool lui fût interdit. Donc voilà, il y a eu une série de rapports amicaux, et surtout il a participé très activement à cet ensemble de la revue Oblique en 2 volumes que j'ai commencé à partir de 1977 à organiser autour de lui. C'est un immense travail, et il a eu la gentillesse non seulement de me donner des conseils au début, puis de me donner des inédits, et puis d'entrer de plus en plus dans le processus de fabrication d'une étude qui était en train de se faire sur lui. Et c'était quelque chose de très intéressant, parce que la hantise de Sartre, c'était qu'on le considère comme un auteur mort, parce qu'à ce moment-là, il y avait une sorte de désaffection des intellectuels pour Sartre. C'est-à-dire, on était en pleine période structuraliste, et donc ça paraissait comme un vieux monsieur qui avait écrit, mais qui n'était plus vraiment le maître à penser du moment. Et Sartre voulait encore montrer que malgré sa cécité, malgré le fait que le temps avait passé, que d'autres intellectuels étaient venus sur le devant de la scène, il était encore extrêmement présent, et d'où c'est ce qui explique ses interventions à l'intérieur des 2 numéros de la revue Oblique, par des entretiens qui ont été quand même très très longs. Il y a eu énormément de séances, et puis on les a relus ensemble. Enfin, donc il y a eu une discussion comme ça qui s'est instaurée pendant de très nombreuses séances. Alors, bon, chez lui, les rendez-vous étaient un petit peu quand même protocolaires, c'est-à-dire il recevait certains jours de la semaine, de 10h à 1h30, le matin, etc. Quand on était un peu plus intime, comme je l'ai été, après, il pouvait donner des rendez-vous hors agenda, de mémoire, l'après-midi, pour des relectures de textes, enfin, etc. Donc, voilà, il y avait toutes sortes d'autres rencontres qui n'étaient pas prévues dans le calendrier protocolaire des échanges, mais on s'est suffisamment fréquenté pour avoir vraiment une amitié assez profonde, et même qui ne touchait pas qu'à des problèmes philosophiques. Par exemple, je me souviens que j'ai eu une opération des yeux en 1977, au début de l'année 77, et à la suite de mon anesthésie, j'avais chaud, voilà. Dans les mois qui ont suivi l'opération, j'avais toujours chaud, donc je me promenais assez peu couvert. Et Sartre, qu'on disait aveugle, m'avait fait la réflexion, mais nous sommes en février, là, et vous n'avez
qu'une veste sur vous, comment faites-vous? Avec son accent inimitable, je vous admire, vous êtes très peu couvert. Et donc voilà, il y avait une espèce d'attention très particulière, d'abord au temps qu'il faisait dans la journée, et puis à l'autre tel qu'il était, et tel qu'il parlait aussi, parce qu'il vous répondait très souvent dans le même registre où vous aviez amorcé les questions. Donc il avait une faculté très amicale de contact pour se situer exactement au niveau où vous étiez et où vous vouliez situer les questions. Donc c'était un homme extrêmement précieux pour moi, qui est devenu de plus en plus précieux. Et oui, on peut mettre ça sous la catégorie d'amitié. Souvent on m'a interrogé, un psychanalyste m'a même dit une fois, mais est-ce que vous ne cherchiez pas un père? Et je me posais la question du temps du vivant de Sartre, bien sûr, mais je n'arrivais pas à le considérer comme un père. C'était plutôt quelque chose de plus intellectuel aussi, fraternel, un ami. Et puis j'admirais l'écrivain. Voilà, j'avais le culte des écrivains et du texte à cette époque-là. Et donc voilà, il y avait une épaisseur textuelle derrière lui qui était considérable. Mais petit à petit, l'amitié et l'intellectualité se sont un peu mélangées. C'était tout à fait intéressant. C'est un petit peu des rapports convexes à ceux qu'il a tenté de décrire dans l'Idiot de la famille. C'est-à-dire, dans l'Idiot de la famille, il interroge les rapports de Gustave avec son aîné Alfred Le Poitevin. C'est tout un portrait d'Alfred, n'est-ce pas? C'est tout un portrait, et il montre le narcissisme d'Alfred Le Poitevin, alors que, à cause de sa malédiction, Flaubert, justement, a pu échapper à ce côté d'être vain, et a pu réussir cette œuvre-là. Et dans les rapports que j'ai eus avec Sartre, il y avait quelque chose qui était un petit peu renversé. Donc, c'est-à-dire, c'était un maître très, très âgé par rapport à moi. Et donc, cette filiation intellectuelle qui se doublait d'une amitié était très particulière, parce qu'étant donné qu'il était infirme sur le plan de sa cécité, je devenais comme une sorte de phare pour lui, et aussi le moyen d'entrer en contact avec d'autres milieux. Par exemple, je parlais énormément de Butor, de Barthes, avec qui j'étais en contact, et donc il avait l'impression d'être dans un milieu intellectuel qui était non pas antérieur, comme c'était le cas dans les rapports entre Alfred Le Poitevin et Gustave, mais au contraire postérieur. Il voyait le futur à travers moi, et donc c'est une amitié, je pense, qui a été assez précieuse pour lui, y compris mon attention déjà très fortement marquée pour l'art et la création artistique, parce que dès cette époque-là, j'avais commencé mes touches, mes écrivures, etc. Et donc, voilà, je me déplaçais dans un espace qui était à la fois littéraire et plastique. Donc, il y a eu un échange, et il a su, avec son génie, je crois, voir que on pouvait ne pas être au centre d'un monde, mais que peut-être le monde, c'était effectivement ce qui était à l'extérieur, et que quelqu'un apparemment jeune et modeste pouvait l'intéresser d'un certain point de vue et lui apporter quelque chose qu'il n'avait pas. Du reste, comme tu sais, il a fait des déclarations très très généreuses pour moi dans le Nouvel Observateur, dans l'entretien de 1975, là, de l'autoportrait à 75 ans. Il parle de moi comme si j'étais un grand critique littéraire. Voilà, et il est revenu dans des fragments d'ailleurs qui ne sont pas publiés sur ce que je faisais littérairement, c'est-à-dire que cette idée de mélanger la critique et la création littéraire,
et presque la poésie, ce que j'ai essayé de faire dans certains de mes poèmes, c'est-à-dire il y a des poèmes où le discours critique intervient, il n'y a pas vraiment de différence. Eh bien ça, il l'avait vu alors que ça n'était encore qu'à l'état naissant, bien sûr. Je voudrais revenir encore une fois sur le Flaubert. En 1976, vous vous êtes entretenu de Flaubert devant un micro. Peut-on dire que Sartre avait une relation personnelle avec Flaubert? Il lui a consacré 2800 pages et lui en aurait encore consacré davantage s'il avait terminé le 4e tome de l'Idiot de la famille. Je crois que Flaubert est un personnage qui l'a fasciné par le charisme littéraire que Flaubert exerçait sur lui. C'est certain qu'il a lu et relu non seulement Madame Bovary, mais l'Éducation sentimentale et les lettres de Flaubert. Il était à la fois passionné, fasciné et irrité, parce qu'il considérait que du point de vue humain, il y avait une certaine carence chez Flaubert, carence d'auto-analyse. C'est quelqu'un qui s'affichait, qui essayait un petit peu de dominer les autres, tout en étant lui-même extrêmement vulnérable, Flaubert, et féminin. Et alors ce côté à la fois dominateur et féminin, je pense que c'est quelque chose qui a renvoyé Sartre à une espèce d'auto-analyse, parce que c'est un petit peu le problème de Sartre, c'est-à-dire voilà, il y a une espèce de très très grande maîtrise et l'idée de faire une œuvre qui soit immense, de faire un empire littéraire avec des revues, un réseau, etc., une famille, des journalistes autour de lui, etc. Et puis d'autre part, cette extrême malléabilité, le fait d'être perméable et d'être possédé par toutes sortes d'autres passions et pulsions. Donc cette passivité, je pense qu'il a d'abord éprouvé en lui-même. Et bon, on trouve des éléments, par exemple, dans les nouvelles du Mur, où la passivité, l'impuissance, etc., sont au centre de son univers imaginaire. C'est-à-dire que pour bien sentir les choses, au fond, il faut être pénétré par les choses. Et en étant pénétré, on se trouve dans un état de passivité, de vulnérabilité, enfin bon, que lui entrevoit sous la catégorie du féminin. Moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça, mais chez lui, ça joue ce pôle le masculin dominateur qui prend et le féminin. Enfin, c'est les catégories qu'il a lues également dans Flaubert. Et donc, lorsqu'il explique ça, y compris les éléments sur la sexualité de Flaubert, évidemment, on est dans une espèce d'auto-analyse aussi. Nous avons tous les deux beaucoup étudié les écrits que Sartre a consacrés à des auteurs et à leurs œuvres, et ces écrits esthétiques constituent une partie essentielle de son œuvre. Après tout, en parlant de Baudelaire, de Mallarmé et de Flaubert, Sartre, il a certainement aussi parlé de lui-même, n'est-ce pas? Et ne voulait-il pas aussi être en quelque sorte un artiste? Alors ça, c'est une idée que j'ai eue, que la vie de Sartre était une vie artistique. Enfin, il y a deux plans qu'il faut distinguer. C'est d'une part, qu'est-ce qu'être un artiste? Qu'est-ce que ça représentait? Alors, c'est un problème que Sartre a abordé aussi à propos de Flaubert. Et ça fait partie de la constitution du personnage littéraire. On passe par une phase d'une sphère artistique, d'un stade, on pourrait dire, artistique. Et puis, la deuxième chose, c'est en quoi la vie de Sartre se rapproche-t-elle d'une vie artistique. On ne peut pas le réduire à un intellectuel, ce que beaucoup de gens, pourtant très connus, comme Vinocq, etc., ont essayé d'en faire un intellectuel pur et dur qui se situait uniquement dans le débat d'une petite sphère d'intellectuels. Non, je crois qu'il a approché des artistes, et la vie qu'il a menée est précisément une vie d'artiste, c'est-à-dire un petit peu bohème, habitant les quartiers
branché à l'époque, mais pas snob justement, assez spontané, hein, comme le quartier latin, d'abord Saint-Germain-des-Prés, puis après Montparnasse. Alors, à Montparnasse vivait effectivement une faune assez intéressante d'artistes comme Giacometti et bien d'autres. Rebérol aussi avait un atelier là. Et il y avait aussi des écrivains, essentiellement des écrivains émigrés, comme par exemple Hemingway, bon, tout le clan des Américains qui refluait après la guerre vers Paris euh, était à Montparnasse. Et donc c'est au milieu de cette foule qu'il a vécu de façon très très intense. Et on sait très bien que d'ailleurs certains de ses ouvrages n'ont pas été écrits dans un bureau de travail, mais au café, hein, ce qui est évidemment un espace tout à fait particulier parce que la ville et les gens qui passent et les conversations qu'on peut avoir entre deux cafés euh, sont la toile de fond de l'écriture, ce qui change évidemment tout. Par exemple, quand tu parles du garçon dans L'être et néant, Oui, c'est il une représentation sur le vif. évident que là, il a eu un modèle en chair et en os qui était tout proche et c'est une analyse tout à fait intéressante. Euh, Parce que le garçon de café n'est pas tout à fait un personnage de théâtre et donc voilà, il avait là un modèle qui est un modèle existentiel passionnant, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que vivre du point de vue du codage de son rôle. Et pendant toute une certaine période de ces théorisations, Sartre était intéressé par la théorie des rôles. Je crois qu'il s'est d'ailleurs assez approché de psychanalystes comme Moreno, etc., le psychodrame, la psychologie de groupe. Et donc, le garçon de café lui avait donné cette première intuition bien avant que Moreno la théorise. C'est aussi un petit portrait qu'il a écrit. Et donc, voilà, on est de plein pied avec ce qui se passe sur le plan de la vie concrète. C'est pour ça que je faisais hier une conférence sur l'intentionnalité chez Sartre. Et l'intentionnalité, dans le petit article de Situation 1, où il nous parle de cette idée fondamentale de Husserl, il en fait quelque chose de plus que dans Husserl, qui reste quand même dans une position transcendentaliste. Chez Sartre, il y a au contraire la vie concrète qui est là, et donc l'intentionnalité est vécue comme un dépassement vers la chose, vers les choses. Il ne dit pas d'ailleurs la chose, il dit les choses, la route, enfin, etc. La poussière, la lumière. Donc on est là dans un monde tout à fait concret qui va petit à petit innerver tous ces écrits. On ne le sent pas encore trop dans L'être et le néant, malgré cet épisode sur le garçon de café, sur le match de boxe, il y a un patineur aussi là-dedans, donc il y a un certain nombre de figures concrètes mais, et sportives, mais voilà, ça va venir après, ça va être développé dans une littérature et dans une théorisation où la vie concrète tient beaucoup de place. Et cette vie, c'est la vie artistique, la vie que recherchent les artistes. C'est-à-dire que, à part certains mouvements conceptuels, abstraits, très, très éloignés de la réalité, mais la plupart des artistes ont ce contact direct avec la vie. Et c'est pour ça qu'il y a des quartiers entiers qui ont été envahis et réhabilités par les artistes, réanimés. Voilà. Alors, cette animation, justement, au sens de présence visible et physique des hommes, il va la chercher dans l'aspect artistique. Alors, c'est une conception de l'artiste qui, évidemment, est un petit peu différente de celle du 19e siècle qu'il utilise à propos de Flaubert et de Mallarmé, parce que l'artiste au 19e, c'est plutôt un stade supérieur de quelqu'un qui essaie de faire une synthèse vers le beau et vers le sublime. Là, chez Sartre, l'artiste peut aussi être quelqu'un, et
on voit très bien, par exemple, avec l'expressionnisme allemand, ce que ça veut dire, qui peut être proche des côtés scabreux du monde, de la prostitution, de la drogue, de l'alcoolisme, etc. Donc il y a cette idée que l'artiste est quelqu'un qui, en exprimant la chose, se perd. C'est une idée sur laquelle Sartre reviendra notamment dans l'essai sur Vols. Comment Sartre envisageait-il son rapport avec ses lecteurs? En est-il satisfait? En était-il déçu ou plutôt content? Alors, le fait qu'il ait eu un public assez élargi, sans doute que c'était pour lui une véritable satisfaction. Le fait de voir que la nausée, par exemple, avait eu des échos concrets. Il y avait une mode de la nausée comme il y a une mode Werther. Et donc, voilà, on s'est mis à se fasciner pour des racines de marronnier et à éprouver le vide de l'existence. Et ça, d'un certain point de vue, ça satisfaisait Sartre. Mais, d'autre part, il a quand même senti une sorte de divorce avec le public lorsqu'il s'engageait vers des analyses philosophiques un peu plus profondes, notamment celles qui touchent à tous ces problèmes de l'être, du néant, de Heidegger, etc. Et là, évidemment, il a pensé qu'il n'était peut-être pas très bien compris, et donc, sans doute le regrettait-il. Troisième remarque, il y a eu très souvent des réactions journalistiques qui étaient violemment contre lui. Donc il a senti à la fois à certains moments une amitié chez les gens, une passion, mais aussi une haine. Et ce qui a fait que, à un certain moment, je pense qu'il a rompu un petit peu avec le public et notamment avec les médias, c'est-à-dire que Il refusait des interviews à la télévision, n'est-ce pas? l'opinion que les journalistes avaient de lui-même ne l'intéressait pas beaucoup. Il refusait des interviews à la radio, à la télévision, n'est-ce pas? À la fin de sa vie, donc, il a refusé effectivement de participer aux chaînes nationales, aux propositions. Et l'interview avec Jacques Chancel était une exception, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, c'était pour défendre une cause. Mais il a été très déçu par l'annulation des émissions qu'il préparait avec Gavi et Victor à la télévision et donc qui ont été censurées pour des raisons politiques. Donc il pensait que la télévision était liée au pouvoir. Et je pense que chez Sartre, sa vision profonde, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à la souveraineté dans les États et qui s'est détaché depuis toujours du souverain. Et donc, en tant que les médias, ou tout au moins la télévision, représentaient le souverain, il y a eu une coupure nette et franche, et donc il a refusé d'être comme ça un écrivain officiel, en refusant les prix Nobel, en refusant de passer à la télévision, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il était en pleine solitude, parce qu'il avait au départ ce qu'il a appelé une famille, qui était c'est-à-dire un ensemble d'amis, qui très souvent étaient aussi des écrivains et des journalistes, comme par exemple Bost ou Gorz. Et ces gens-là ont évidemment écrit pour lui, autour de lui. Et puis il y a sa revue Les Temps modernes, qui a été quelque chose d'assez formidable dans le monde de l'époque, parce que ça a permis d'attirer à lui un certain nombre de gens, et surtout lui de s'imprégner aussi d'une culture que peut-être il n'aurait pas eue sans ça. Je pense que il y a eu quelques thèses sur les temps modernes, notamment le livre d'Anna Boschetti, mais qui est dans une vision un petit peu bourdieusienne, qui ne rend pas compte de la totalité de ce qu'a été
la revue des temps modernes en tant qu'elle lui a apporté un certain nombre de connaissances, notamment sur le plan de l'anthropologie, de la psychologie, de la psychanalyse, qu'il n'aurait pas eu sans ça. Et même de la littérature, parce que par exemple, il a publié des textes de la surréaliste Alessandra Pizarnik, il a publié Zara Kirsch, qui était absolument inconnue, la poétesse allemande. Et donc, voilà, il y a eu un ensemble de textes littéraires qui sont très 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 importants. Par exemple, il a publié aussi les mémoires d'un vieux fou de Tanizaki, à peu près au moment où lui a publié son autobiographie. Et donc, ça prouve qu'il avait lu ces textes-là avant souvent d'écrire certaines choses, parce que les textes arrivaient souvent longtemps avant. Et donc, ça a été une ouverture considérable à une culture universelle et internationale, qui était une chose très très rare en France, parce que la France était quand même un système très franco-français, avec très peu d'ouverture à l'extérieur. Et les temps modernes ont été une véritable bombe dans le paysage culturel, en tant que tout d'un coup, on avait des textes étrangers d'horizons fort divers et dont il s'est imprégné. Alors l'idiot de la famille, par exemple, est tout à fait marqué par ça, notamment par la psychanalyse, par Manoni, etc. Bon, il y a tout un ensemble il y a un background philosophique et psychologique qui est venu à Sartre par l'intermédiaire de sa revue. Donc il n'était pas coupé du monde, mais au contraire, il a essayé d'organiser les choses un petit peu à sa façon, dans un réseau. Alors aujourd'hui, on comprend ce que c'est que le réseau avec Internet, mais à l'époque où Internet n'existait pas, il a quand même essayé de constituer un peu manuellement ce réseau par des équipes, par lui-même une correspondance intense avec beaucoup de gens. Malheureusement, il n'était pas un grand archiviste, et donc tout ce qu'il a reçu, c'est les lettres, etc., tout ça a été en grande partie dispersé, se revend en vente publique, évidemment. Si c'était resté centré un petit peu comme ça a été pour Barthes ou pour Foucault, on aurait une vision beaucoup plus complète de ce qu'a pu être le rayonnement de Sartre. Sartre n'avait-il pas un côté idéaliste? Ne voulait-il pas exercer quelque influence sur le public, notamment bien sûr avec les temps modernes? Bien sûr, mais on ne peut pas considérer que ce soit idéaliste. C'était la diffusion d'une œuvre littéraire ou d'une pensée relève d'un colportage presque, et donc c'est une passation, et de la même façon que ce qui s'est passé entre Sartre et moi est une passation, de la même façon il essayait de faire passer quelque chose à travers un public, et donc on ne peut pas appeler ça de l'idéalisme, mais au contraire de la diffusion. Alors, bon, c'est vrai qu'il a eu un cercle de privilégiés au départ, et puis jusqu'à la fin de sa vie, un des privilégiés dont j'ai été autour de lui pour cette question de la passation. J'aime beaucoup employer, un peu comme chez les bouddhistes, le terme de la passation face à face. C'est-à-dire que les rapports que nous avons eus sont des rapports tout à fait directs, et qui donc à partir de cet échange on peut concevoir quelque chose au plus juste de ce qui était sa pensée, alors qu'évidemment lorsqu'on se met à fouiller dans les textes qui apparaissent souvent très parcellaires, très déchiquetés, parce qu'à la lecture on broie les textes, donc on a une vision qui est beaucoup plus démembrée, tandis que cette passation face à face permet justement d'avoir une certaine unité dans la pensée. Mais cette unité n'est pas de l'idéalisme, puisque c'est quelque chose qui passe par un fil d'une pensée à une autre. Et donc on a là quelque chose de passionnant dans la transmission.
Vous avez parlé beaucoup de l'art. Comment envisageait-il son rôle de critique d'art? S'agissait-il pour lui de juger les œuvres d'artistes? Et quand est-ce qu'une œuvre représente-t-elle à ses yeux un intérêt esthétique? Je ne pense pas qu'il se soit agi de juger des œuvres d'artistes. Il s'est plutôt attaché à des artistes qui représentaient quelque chose pour lui. Au fond, il y a très très peu d'artistes. Et d'ailleurs, les artistes sur lesquels il a écrit étaient le plus souvent, sauf les deux derniers, déjà fort connus. Donc c'est plutôt une sorte de reconnaissance, de soulignement du rôle que pouvait jouer l'art pour lui. Donc voilà, c'était quelque chose qui était dans son univers et qui se rattache très étroitement à la question littéraire, parce que c'est vrai qu'il y a chez Sartre beaucoup d'autobiographies. Le livre publié dans la Pléiade, des œuvres autobiographiques, est tout à fait justifié parce que sa vie durant, Sartre n'a cessé de faire des carnets, de faire des ébauches de mémoires, de remplir des cahiers pour parler de lui-même. Et donc, il y a chez lui la question de l'autoportrait qui est tout à fait au centre. Eh bien, si on parle de portrait, d'autoportrait, évidemment, on pense immédiatement aux artistes et la question se pose. Comment l'artiste fait-il un autoportrait? Quels sont les traits pertinents qu'il va garder et quelles sont les choses qu'il va anéantir? Ou bien comment, avec quelques signes, on peut construire un portrait. Donc toutes ces questions-là intéressaient Sartre au plus haut point. Donc c'est par intérêt idéologique que dans un premier temps ces artistes sont entrés dans la sphère intellectuelle de Sartre. Mais ensuite, il s'est rendu compte que du point de vue de la vie, ces artistes lui apprenaient beaucoup. Par exemple, Giacometti était quelqu'un avec l'esprit totalement en éveil. Et il maniait constamment le paradoxe. Et Sartre mangeait quasiment une fois par semaine avec Giacometti. Et il n'oubliait jamais de partir en vacances sans avoir déjeuné ou dîné avec lui. Et donc, il a eu des rapports ainsi très très fréquents et très nombreux. Et Giacometti lui a montré un certain nombre de choses, et notamment, c'est lui qui lui a fait découvrir le Tintoret. Donc, c'était tout un monde qui s'offrait à lui par la fréquentation directe des artistes et qui lui révélait ainsi des accès à la, la caresse, la pulsion violente, le meurtre, la blessure, la nourriture. Enfin, donc, il y a tout un monde concret, mais qui est le monde de l'existentialisme aussi, qui était apporté par Sartre sous la vision artistique, d'où cette fréquentation constante avec les artistes, même s'il y en a peu au départ. Sartre a vu beaucoup de monde, mais contrairement à ce qu'on croit, c'est pas quelqu'un qui se dispersait beaucoup, donc il a pris des artistes qui pouvaient être représentatifs à l'époque de son monde et il les a fréquentés très très longuement dans une espèce de polissage permanent, un petit peu comme font d'ailleurs aussi là les bouddhistes, c'est-à-dire les égos se frottent l'un à l'autre jusqu'à finir par disparaître et par s'interpénétrer donc dans une espèce de communication comme ça. Sartre s'intéressait à la beauté, mais ne s'intéressait-il pas aussi à la laideur et ne considérait-il pas qu'elle avait elle aussi une valeur esthétique? Il est vrai que à l'époque où Sartre parle, mais c'est déjà à l'honneur depuis le début du siècle, on parlait tout à l'heure de l'expressionnisme allemand,
la laideur n'est pas une catégorie qui échappe à l'esthétique, c'est-à-dire que la laideur, depuis les fleurs du mal, est entrée dans l'univers de l'art. Donc on peut produire de la beauté avec de la laideur, et le rôle de l'artiste, c'est précisément d'opérer cette transsubstantiation, c'est de changer le plomb en or. Donc il y a là un mouvement artistique tout à fait fondamental, et la laideur n'est pas une catégorie rebutante pour l'artiste. On sait pourquoi le dernier des peintres de Sartre, par exemple Rébérol, fait souvent référence au sang, au massacre, à la terre, au carnage, à l'explosion, la guérilla. Il y a des reproductions aussi dans Oblique, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai tenté de reproduire dans mon travail tout cet ensemble-là, dont c'est pas qu'un ensemble de textes, un ensemble iconographique aussi. Il y a à peu près 800 reproductions dans les numéros d'Oblique que j'ai faits, qui restituent Sartre au sein de son imagerie. Et ça plaisait beaucoup à Sartre, parce que l'univers de Sartre est inséparable de l'univers de l'image. Contrairement aux intellectuels comme Aron, c'est un de ceux qui ne peut pas se passer de l'image pour penser et pour exister. Donc on a là cet univers iconique et textuel, et qui admet toutes les vicissitudes du monde, donc y compris les éventrations, le sang, les laideurs, les pestilences, etc. Mais ça, c'est un univers qui s'installe dès la nausée, et avec toutes les perversions. Il y a un pédophile, un exhibitionniste, il y a des pulsions de meurtre dans les nouvelles du mur avec Hérostrate, etc. Donc il y a tout ce monde-là du crime, et avec Genet aussi du vol, du crime, etc. est là présent à l'intérieur de l'esthétique sartrienne. Donc il n'y a pas lieu de faire des catégories morales, d'identifier le beau et le bon. C'est-à-dire, avec Sartre, évidemment, on sort d'un univers platonicien, et on est au contraire dans un univers tout à fait polymorphe, où les contrastes font bon ménage, et au contraire, c'est à partir de couples très souvent antinomiques qu'une esthétique peut se décider. D'où venait son intérêt pour le Tintoret? Tu as mentionné Giacometti. Cet intérêt est-il né aussi pendant ses voyages à Venise? Je pense que c'est surtout Giacometti qui, dès les années 30, lui a dit d'aller voir le Tintoret, qu'il y avait une dimension sculpturale extraordinaire dans la densité des corps, l'effet que l'on peut avoir de ce qu'est un être humain à travers un certain type de représentation. À partir de ce moment-là, effectivement, donc Sartre, qui aimait beaucoup l'Italie, a effectué un certain nombre de voyages à Venise, donc il y est retourné plusieurs fois pour voir ces Tintorets d'église en église. Et donc le texte a été écrit en partie là-bas, donc en partie aussi à Paris, avec des reproductions dans la fameuse monographie aux éditions Phaidon. Mais une partie a été vue concrètement au pied des tableaux. Et donc très souvent, d'ailleurs, ces tableaux n'étaient pas restaurés à l'époque, et a été vu un peu dans l'ombre. Et je pense. Et il en est de même aussi pour l'autoportrait qui se trouve au Louvre. Sartre l'a décrit avec beaucoup plus d'ombre qu'il ne se trouve avoir actuellement. Et donc ça provient en partie de ce que les tableaux n'étaient pas éclairés, mais en partie aussi de ce que les tableaux n'étaient pas restaurés. Mais cet effet de présence quand même devant les tableaux, et ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est sous un tableau,
Sartre sait très bien nous le faire ressentir, à la fois dans ses essais et dans ce qu'il m'a confié dans certains entretiens. Par exemple, la fameuse crucifixion, on a l'impression évidemment que la croix vous tombe sur la tête lorsque vous êtes au pied de ce tableau-là. Et donc le tableau se trouve en situation. Il avait été aussi fasciné par le couvent Saint-Marc à Venise. Là, donc, Dans l'Académie. non, pas l'Académie, la Scuola Grande di San Rocco. Hein. Donc il y a cet ensemble-là où les tableaux sont les uns à côté des autres. C'est-à-dire que Sartre a été fasciné par le fait qu'il ait pris ce lieu intégralement depuis le sol jusqu'au plafond et qu'il ait recouvert de tableaux, qu'il en ait fait son fief. Et là, il y a un monde qui est tout à fait intéressant. C'est peut-être ce qu'aurait voulu faire Sartre avec son œuvre, c'est-à-dire que ça soit non pas un espace de livre, mais un grand volume, que la chambre ou le bureau d'écriture soit tout d'un coup comme ça une immense chapelle, un couvent, une cathédrale, un monument qui puisse être habitable, pas un monument au sens de vénération, mais un lieu que l'on puisse habiter. À ce moment-là, la transsubstantiation entre le monde réel, des quais, des bas-côtés, etc., et le monde de l'art se fait. Et donc, voilà, les forces également viennent se refléter dans cet univers qui tout d'un coup acquiert toutes les particularités de l'espace réel. C'est ça qu'aurait voulu produire, je crois, Sartre dans son œuvre, et il a été d'abord fasciné par les artistes qui, eux, parfois savent produire ça. D'ailleurs, tous les artistes de Sartre sont un petit peu vont dans ce sens, hein, d'une façon ou d'une autre. Vols, par exemple, dans la description que Sartre nous fait de ce passage à travers les mondes, les êtres différents, les particules, les animaux marins, etc. Il y a quelque chose du même ordre, c'est-à-dire que le monde est tout d'un coup élargi. Chez Rebérol aussi, et un autre peintre qui a croisé la route de Sartre, c'est Matta. Et chez Matta, il y a aussi l'obsession d'un monde qui est d'une chambre, qui est quelque chose de beaucoup plus vaste que la surface pelliculaire. Et donc, voilà, ces artistes, y compris Picasso d'ailleurs, ont ensemble cette espèce de monumentalité au sens où ils créent des volumes. Voilà. Et donc, voilà, Sartre a pu voir ça d'abord chez des artistes, parce que le travail artistique est beaucoup plus propice que le travail littéraire à créer cet effet de réel. Et c'est ça dans son œuvre que Sartre voulait créer. Il s'y est épuisé, peut-être en vain, dans la littérature, alors qu'au fond, ça se réalise parfaitement dans l'art. C'est pour ça que j'ai voulu être sartrien et je me suis finalement plutôt orienté vers l'art. Enfin, je fais toujours de la littérature, mais je pense que l'expérience, pour être complète, l'expérience esthétique, doit tourner plutôt vers l'univers du visuel et du plastique. C'est quelque chose qui comble par la matérialité même l'expérience, qui lui donne une espèce de pesanteur ou de légèreté, comme on voudra. Ça dépend des séquences. Et on peut évidemment intégrer à ce moment-là un monde réel, soit qu'on l'éprouve très fortement en chutant à travers les parties les plus pondérées, soit au contraire que l'on puisse s'élever et circuler dans un monde qui soit presque en lévitation. Alors, ces deux aspects-là ont beaucoup fasciné Sartre. Il y a
dans le Tintoret à la fois de la pesanteur, de la chute, mais il y a aussi de l'équilibre. Et il y a aussi des moments où on peut s'envoler, il y a des assomptions, des ascensions, etc. Et donc ces deux éléments principaux, la pesanteur et la légèreté qu'on retrouve aussi dans le sport, dans le garçon de café, voilà, se réunissent là parfaitement dans le milieu artistique et dans certaines œuvres exemplaires comme celle du Tintoret. Celle du Titien, il y a de la légèreté, mais par contre, il n'y a pas la pesanteur. C'est pourquoi elle est honnie par Sartre, parce que alors il y a un trucage, il n'y a que de l'élévation. Mais cette partie artistique, si elle veut être exemplaire, doit être profondément duplice, doit comporter à la fois des éléments de pondération et des éléments de légèreté. Et je crois que ça se trouve parfaitement réalisé dans le Tintoret. Merci. On fait une pause ?